Plusieurs milliers de personnes ont manifesté au Burkina Faso et au Niger pour célébrer la sortie de leurs États de la CEDEAO qui devient effective dès aujourd'hui. Les détails à retrouver dans cette édition. Olivier Boko, Oswald Omeki et 4 autres personnes sont au tribunal sans avocat. Leur procès a repris mardi 28 janvier. Ils sont accusés de complot contre l'autorité de l'État à Cotonou. Nous reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tchad Info TV. Des manifestations dans plusieurs villes du Burkina Faso et du Niger ont eu lieu mardi 28 janvier pour célébrer la sortie de la Communauté économique et de développement des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, par les pays de l'Alliance des États du Sahel, AES. Cette sortie sera effective mercredi 28 janvier, disant soutenir la décision des leaders de l'AES, soit du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Plusieurs milliers de personnes ont répondu présent. À Niamey, au milieu de la foule, un faux cadavre sur un brancard est recouvert d'un drapeau aux couleurs de la CEDEAO. Au milieu, une photo du président français Emmanuel Macron, soit une façon de simuler la mort de l'organisation ouest-africaine et de celui dont on accuse d'être derrière. Comme dans d'autres villes nigériennes, à Agadez, des milliers de personnes se sont rassemblées dans un stade pour manifester leur soutien à cette sortie de l'AES de la CEDEAO. Les drapeaux des 3 pays, Niger, Burkina et le Mali, sont partout, ainsi que le drapeau de la Russie. À bas la CEDEAO et vive l'AES étaient aussi visibles sur des pancartes. Même dynamique de l'autre côté de la frontière au Burkina Faso. Les chaînes burkinabées diffusent depuis le matin les images de la foule rassemblée sur la place de la Révolution à Ouagadougou. Certains, les drapeaux des 3 pays de l'AES, Burkina, Mali et Niger, et de la Russie, d'autres avec des pancartes. Ces dernières affichaient à bas la CEDEAO pourrie, vive l'AES, ou bien 28 premiers mois 2025, on ne veut plus de la CEDEAO. Nous voulons la paix, vive l'AES, entre autres. Et puis, il y a ce militant qui explique. Nous sommes mobilisés pour montrer que la sortie de la CEDEAO n'est pas une simple décision des 3 chefs d'État. Les peuples de l'AES soutiennent leur président, affirment ce soutien des autorités militaires. Ces rassemblements ont eu lieu dans plusieurs villes du pays. À Fadangourmand, chef-lieu de la région de l'Est, la foule scandait « Oui à l'AES, non à la CEDEAO » ou « Adieu la CEDEAO aux Méliers ». Même dynamique à Dibo, région du Sahel. Les manifestants se sont retrouvés pour ériger les fondations d'un rond-point déjà baptisé du nom de l'AES. À Tenkodogo, dans la région du centre-est, les manifestants ont transporté à bout de bras un faux cadavre enveloppé dans un drapeau aux couleurs de la CEDEAO, comme pour simuler la mort de l'organisation ouest-africaine. Le procès de Olivier Boko, Oswald Omeki et 4 autres personnes poursuivies pour complot contre l'autorité de l'État a repris mardi 28 janvier à Cotonou. Jeudi dernier, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme avait accordé un délai aux accusés pour trouver de nouveaux avocats après le retrait de leur premier défenseur, mais les accusés sont présentés à la Cour sans avocat. Ce mardi matin, les accusés se sont présentés sans avocat, expliquant que l'administration pénitentiaire ne leur avait pas facilité la tâche. Mais pour la Cour, ce qui arrive est de leur seule responsabilité. Elle a donc décidé de poursuivre les débats. L'audience a alors repris sans avocat de la défense. Les premiers à défiler à la barre sont les témoins. Le témoin qui a retenu l'attention est le chef de la garde républicaine, le colonel Dieudonné Tevoué Diéré, qui comparaît libre. L'officier raconte qu'il a été rapproché par l'ancien ministre des Sports, Oswald Omeki, un ami de longue date dont il dit être très proche, pour renverser Patrice Talon par la force le 27 septembre 2024. Selon l'officier, c'est le 30 juillet 2024 que le ministre, lui, a parlé du projet pour la première fois. Pour obtenir son adhésion, Oswald Omeki aurait d'abord dénigré Patrice Talon, affirmé qu'il va s'accrocher avec un 3e mandat. Ils se sont vus plusieurs fois pour en parler. L'officier communique les dates des rencontres. Le colonel a déclaré avoir adhéré au projet pour aller au bout, connaître la vérité et démanteler le projet. La logistique de l'opération a été évaluée à 1,5 milliard de francs CFA,
somme que lui remettrait le ministre à son domicile quand ils ont été interpellés. Le commandant de la garde présidentielle dit n'avoir jamais parlé du projet de coup d'État avec Olivier Boko. Pas d'avocat de la défense pour l'interroger, seul le ministère public et la présidence lui ont posé des questions. Sur l'origine des fonds saisis pour la justice, une bonne partie reviendrait de Rocky Nyeri, beau-frère d'Olivier Boko, en fuite. Le public attend la version des faits des accusés. Le président Abdelmadjid Tebboune a annoncé lundi 27 janvier travailler pour un accord gagnant-gagnant avec l'Union européenne. Une manière pour le chef de l'État de s'attaquer à l'accord d'association avec l'UE qu'il condamne entré en vigueur en 2005 et dont il veut rediscuter les termes. Si sa déclaration était officiellement économique, elle était aussi très politique. Un accord caduc qui ne serait plus en phase avec la réalité économique de son pays. C'est ainsi que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a présenté le texte signé en 2005 avec l'UE au Conseil des ministres lundi. Jusqu'ici, l'Algérie exportait essentiellement du gaz et du pétrole vers l'Europe et importait des produits manufacturés en échange. Mais 20 ans plus tard, l'Algérie qui a développé son industrie estime ne plus avoir besoin d'autant de produits importés d'Europe. Alger souhaite même doper ses exportations agroalimentaires vers les marchés européens. Des velléités vues d'un mauvais œil par les Européens qui assistent à l'effondrement de leurs exportations de plus de 22 milliards d'euros en 2015. Elles ont chuté à environ 15 milliards en 2023. En juin dernier, Bruxelles a donc décidé de formaliser ses griefs en enclenchant une procédure de règlement de différends contre Alger, soit un bras de fer économique sur fond de tensions politiques autour de la question du Sahara occidental ou encore des libertés. Jeudi dernier, le Parlement européen avait voté une résolution appelant à la libération de l'écrivain Boualem Sansal ainsi que d'autres détenus d'opinion. Le texte proposait même de conditionner les futurs versements de fonds de l'Union aux progrès accomplis. Reste à savoir si Abdelmadjid Tebboune souhaite rééquilibrer les relations économiques avec l'UE ou envoyer le message que son pays peut lui aussi frapper les Européens au porte-monnaie, si ce n'est les deux. Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a annoncé mardi 28 janvier qu'il avait été invité à la Maison-Blanche le 4 février par le président américain Donald Trump. L'envoyé spécial du président Trump pour le Proche-Orient est de retour en Israël. À Washington, un responsable de l'administration américaine a confirmé mardi dans la soirée que le président Trump avait invité Benjamin Netanyahou à le rencontrer à la Maison-Blanche. En début de semaine prochaine, le président américain a affirmé à plusieurs reprises avoir joué un rôle clé dans l'établissement d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza, intervenue le 19 janvier après des mois de négociations infructueuses. Le président des États-Unis, Donald Trump, a invité le Premier ministre Benjamin Netanyahou à une rencontre à la Maison-Blanche le mardi 4 février. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou est le premier dirigeant étranger invité à la Maison-Blanche pendant les seconds mandats du président américain Donald Trump, affirmant un communiqué du bureau du Premier ministre israélien. Après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, Donald Trump a proposé un plan pour faire le ménage dans la bande de Gaza, appelant les Palestiniens à se relocaliser dans des lieux plus sûrs tels que l'Égypte ou la Jordanie. Cette idée a suscité une forte opposition de la part de l'Égypte, de la Jordanie ainsi que des pays européens comme la France. Lors de son premier mandat présidentiel, Donald Trump n'a cessé de répéter qu'Israël n'a jamais eu un meilleur ami à la Maison-Blanche, une phrase souvent reprise par Benjamin Netanyahou. Après la réélection de Donald Trump, le chef du gouvernement israélien a félicité Donald Trump, lui promettant les plus beaux jours dans les relations entre les deux alliés. Benjamin Netanyahou a aussi remercié Donald Trump pour ses efforts dans la libération des otages israéliens enlevés lors de l'attaque du 7 octobre 2023. Dimanche 26 janvier, Benjamin Netanyahou a encore remercié Donald Trump pour avoir fourni à son pays des outils nécessaires après que le président américain a laissé entendre qu'il avait débloqué la livraison à Israël des bombes de 2000 livres.
Ce mardi 28 janvier, plusieurs ambassades ont été attaquées à Kinshasa alors que la rébellion du M23, soutenue par le Rwanda, continue de gagner du terrain en République démocratique du Congo. Les Nations Unies témoignent leur inquiétude depuis le week-end dernier. Le Royaume-Uni fait partie des pays qui condamnent les violences. Par la voix de son ambassadeur au Conseil de sécurité et celle de son ministre des Affaires étrangères, le Royaume-Uni dénonce les violences. La diplomatie britannique a rendu hommage aux casques bleus de la MINUSCO qui ont été tués, mais surtout a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'échelle et la rapidité de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'ambassadeur à l'ONU, James Kariuki, a dénoncé l'obstruction par le Rwanda de l'action humanitaire des Nations Unies. Et ce dimanche 26 janvier, le ministre David Lamy a téléphoné directement au président rwandais Paul Kagame pour l'appeler à la désescalade nécessaire au retour de Kigali et de Kinshasa à la table des négociations. Pourtant, Londres était un allié du Rwanda jusqu'à l'été dernier. Le Royaume-Uni était même l'un des plus fervents soutiens occidentaux au Rwanda. Un appui diplomatique, financier et culturel qui reposait sur le Commonwealth déjà que le Rwanda a rejoint en 2009, et plus récemment sur un partenariat entre les deux pays. Un partenariat migratoire de délocalisation du système d'asile britannique au Rwanda. Ce partenariat ne s'est finalement jamais concrétisé en raison des recours judiciaires. Ses opposants pointaient les manques en matière de droits humains au Rwanda et des traitements de minorités. Donc, pendant plusieurs années, pour contrer ces inquiétudes, Londres a défendu Kigali, y compris sur la scène internationale, quitte parfois à se taire sur certains sujets, dont le soutien rwandais au M23. Le partenariat migratoire a été enterré avec l'arrivée du nouveau gouvernement travailliste en juillet 2024, mais cette prise de parole marque tout de même un net tournant dans la relation rwando-britannique. C'est avec cette dernière information que nous mettons fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Tchad Info TV, votre chaîne d'information.